Hey, tu aimes ce que fait Sous le bandeau? Alors rejoins-nous sur le Patreon de Sous le bandeau, / Sous le bandeau. Bien sûr, sache-le, il y a 4 forfaits. $3, $5, $7 et $33. Abonne-toi. Épisode numéro 71 et finalement, c'était quand même assez attendu et on réussit quand même à se rencontrer, mon cher frère Hervé. Enfin, on s'est déjà rencontrés au mois de mai passé, mais vraiment en studio, c'est la première fois et tu n'es pas chez moi, non, donc non. Je te vois pas en studio présentement, mais c'est le fameux studio, je crois que à chaque fois tu arrives et tu dis alors bisous les haters. C'est comme ça. Donc Hervé, comment ça va mon frère? Bah très bien. Alors pour préciser un peu pour toutes celles et tous ceux qui nous regardent, il est présentement 22h chez moi. Ouais. Il faut vraiment que ce soit pour toi qu'à 22h j'aille me raser à nouveau ouais. Deuxième fois de la journée quand même. Mais oui, effectivement, je suis dans le moi ce que j'appelle le studium. C'est studium. Voilà, c'est l'endroit où je travaille méthodiquement, mais d'ailleurs tu vois, j'ai encore le crayon. Mais je travaille ma recherche, mais aussi je tourne mes petites vidéos. Et en fait petites, il y en a quand même qui tapent dans les 1h30 hein. Bah ouais, c'est ça. Ouais, hein. Mais effectivement, c'est et surtout alors là où je suis très fier de moi, c'est qu'en fait à part la pose du placo, tout le reste c'est moi. Parce que là par exemple ça n'existe. Ouais. Je sais pas si on le voit. Donc ouais. Ça, le ciel étoilé, il a été peint. Alors on va commencer les digressions, on va parler de n'importe quoi, on va le faire sans aucun déroulé. Mais effectivement, je m'étais dit tiens, ce serait bien d'avoir un ciel étoilé, tu vois, dans la nouvelle maison. Donc déjà il a fallu que je réussisse à convaincre ma femme. Et moi, je croyais que tu avais volé le ciel étoilé d'une des loges pour le recoller chez toi. Non, mais tu vois, sachant que j'achetais une maison, à chaque fois que je visitais une loge, j'étais en train de prendre en photo des ciels étoilés de loge, et les frères me disaient mais qu'est-ce que tu fais en fait? Je dis non mais je veux savoir comment ils ont fait. J'ai regardé. Et en fait j'ai fait rien du tout naturellement. J'ai fait à ma méthode. Ouais. Mais c'est assez rigolo, tu vois, parce que alors petite histoire. En franc-maçonnerie, on n'a pas toujours été sous le ciel étoilé. Ah oui? Bon, explique-nous ça. Ouais, dans certains des textes fondateurs, on était sous un ciel nuageux. Le cloudy sky. Oui. Ah, ben oui, mais oui, parce qu'il y a une certaine expression qu'on va dire des fois qui pleut. Donc voilà. Alors ça c'est encore autre chose. On peut mais donc tu vois, j'étais sous un ciel nuageux dans les premiers textes fondateurs. Je vais tourner l'écran un tout petit peu. Donc j'ai fait aussi le ciel nuageux. Ouais. Donc ta femme devait être extrêmement contente que tu aies fait cette belle peinture-là. Alors, oui et non, parce que le ciel étoilé, ça lui plaisait pas tant que ça. Hein. Ouais. Mais autant le ciel nuageux, elle trouvait ça très joli avec les nuages et tout ça. Et comme il se trouve que de l'autre côté, en fait, on a une pièce. Alors ça, inside la maison. Hein, on a une pièce à côté parce que j'ai 2 filles. Et plutôt que d'avoir tous les jouets par terre un peu dans tous les sens, on a la possibilité d'avoir créé une pièce. Donc on a une pièce à jouer et tout. Donc elles ont elles aussi leur ciel étoilé. Donc c'est assez. Mais elles ont pas les étoiles que j'ai. Avec la proposition de Clyde, hein. C'est ton concept, tu es l'auteur de ça, donc tu ne veux pas redonner aucun droit à tes enfants. Mais non, mais c'est surtout qu'elles n'ont pas vu la lumière, donc comment veux-tu qu'elles puissent accéder à ça? Non, la seule chose qu'elles peuvent voir, c'est un ciel étoilé, c'est tout. C'est la seule chose que. C'est ça. Ouais. Et tu vois, on discutait du ciel étoilé et t'as évoqué juste après le fait il pleut. Oui, il pleut. Alors non, texte fondateur pareil. Le fait d'être à couvert, c'était le fait tout simplement d'avoir personne qui puisse écouter ce qui se passe, notamment par le toit. Mm-hmm. Et donc en fait, le tuileur, c'était celui qui vérifiait les tuiles du toit.
Et il se trouve que dans certains textes fondateurs, on parlait que le toit de la loge était j'allais dire en anglais, mais on va le dire à moitié. Le toit de la loge était a green divot. Ouais. Et c'était un toit verdoyant, tu vois. Et en fait, il se trouve que quand on regarde un peu en Angleterre, en Écosse, dans les pays qui sont à une certaine latitude, tu as souvent de l'herbe en fait qui pousse, de la mousse qui pousse sur les toits. Et quand t'es à la campagne, parce que ça fait une protection naturelle en fait, tout simplement sur le toit. Donc pour dire qu'on était dans un endroit qui était extrêmement éloigné, on allait à la campagne, là où il y avait des toits moussus. Donc c'était pas le fait d'avoir des loges en pleine ville et ce genre de choses. On était under a green divot. Donc tu vois, ça c'est encore autre chose. On a eu aussi une période où en France certains disaient il neige quand il y avait des jeunes filles à la vertu légère qui venaient durant les travaux. Pour dire ça de cette manière, parce que c'était des oies blanches, elles avaient une grande vertu, hein, bien sûr. Donc il neigeait du blanc tellement elles étaient là. Quand tu lis des textes de maçonnerie et que tu vois maintenant comment ça se pratique, des fois tu hallucines en fait. Tu vois que dans certaines loges, il y avait des amendes à chaque fois qu'ils juraient ou qu'ils voulaient se battre. C'était interdit de cracher par terre, c'était parce qu'on prisait le tabac, tu vois. Donc on avait des habitudes à l'époque qui sont, je me souviens, j'ai fait un article dans Franc-Maçonnerie Magazine, c'était sur un gigot d'agneau. En fait, il y avait une loge où ils arrêtaient pas d'initier. Et les anciens, ils commençaient à se dire, mais c'est un peu bizarre, les autoproclamés anciens. Ouais. Et en fait, le secrétaire est allé enquêter et il a découvert que les deux frères qui faisaient les initiations n'étaient même pas maçons. Ah, mais c'est bien ça. Donc c'est parti d'une franchise de maçonnerie, c'est bien. Parce qu'ils avaient capté que à la fin de la tenue, l'apprenti payait son gigot d'agneau. Donc en fait, régulièrement, ils se faisaient payer des gigots d'agneau par les apprentis et ils avaient récupéré des rituels, ils faisaient des initiations maçonniques. C'est pour ça qu'on dit l'expression un McDonald's maçonnique. Là, je viens de comprendre. C'est pour ça. C'est le mec agneau. Il y a des profanes qui vont te croire en plus. C'est ça que... Moi, je suis là en train de faire le sérieux là avec ma barbe fraîchement rasée et toi, t'es là à McDonald's maçonnique. Ouais, c'est ça. Arrête. En plus. C'est pas comme si toi, tu passes tes doigts sur ta joue et les poils plient d'eux-mêmes. Arrête. C'est la fonction du grand maître. C'est ça qui arrive aujourd'hui là avec ça là. Oh, oui. Et c'est souvent les poils qui plient. Hein. En général, les frères pas forcément au départ. Hein. C'est ça, exactement. Hey, revenons rapidement avec la voûte étoilée. Tantôt, quand tu parlais du design, tu vois, nous, notre voûte étoilée à la Grande Loge dans notre temple principal là, sur la rue Partenay à Montréal, tu vois, le ciel qu'on a fait, c'est une reproduction du 24 juin 2005. Donc, on a pris... il y avait des gens qui avaient des caméras spéciales là, pour prendre le photo le ciel. On a reproduit avec un projecteur, puis on a replacé les petits points un peu partout. Ça a été, on a eu pas mal de patience pour faire ça, mais je trouvais ça quand même un concept super intéressant parce que c'était en 2005 qu'on a inauguré notre temple à Montréal. Puis donc à chaque fois qu'on invite des profanes à la maison, à la maison, au temple, on leur explique cette petite histoire là. Donc, mais c'est ça. Rapidement aussi, comme introduction pour l'émission, il y a peut-être un commanditaire que tu connais parce que maintenant l'émission Sous le bandeau, que d'ailleurs ton vidéo, tu sais que ton petit segment que tu nous présentes sur Patreon là, ça fait fureur, hein, tout le monde absolument adore ça. Et là-dessus, ben enfin on a un membre Patreon qui est commanditaire de l'émission, qui s'appelle no-colonne.com. Je sais pas si tu les connais bien, ce fournisseur de régalia maçonnique. Et le frère Vincent donc a voulu quand même contribuer à notre émission, il croit en notre émission, puis on fait beaucoup de projets ensemble. Donc je tenais quand même à le remercier encore une fois. Donc si vous avez besoin de régalia, vous allez sur no-colonne.com et vous direz un petit allô à Vincent, puis en même temps vous irez acheter un livre d'Hervé sur le site de no-colonne.com. Et puis surtout ils sont je les connais aussi, ils sont très réactifs. Ils ont, comme tous les fabricants maçonniques, forcément des délais qui sont un peu compliqués, surtout quand en plus eux c'est de l'artisanat.
direct. Donc des fois ils ont des délais qui sont un petit peu plus longs que d'ordinaire. C'est ça. Mais à chaque fois ils essaient de trouver des solutions. Moi qui ai bossé pendant 8 ans dans la vente en ligne, en fait, je sais que c'est pas évident. La plupart des gens s'imaginent que c'est comme sur Amazon où on commande et puis le lendemain il y a le produit qui arrive. Ouais. Mais derrière, il y a des personnes qui bossent et effectivement, ils bossent bien. Ouais. Ils bossent super bien, puis surtout sur la pression. Parce que des fois, on va le reconnaître. Là. Toi, maintenant, qui est rendu triple, quadruple, centuple, vénérable maître dans ta carrière, tu sais, tu sais, il y a quelque chose qui est super important, c'est souvent les vénérables maîtres pour les initiations, c'est extrêmement difficile parce qu'ils vont souvent commander les décors à la dernière minute. Moi, dans mon obédience, là, en tant que grand mamouchi maintenant là, de la Grande Loge Annie, c'est ça. Regarde, tu vois, j'ai même l'équerre et le maillet en arrière, tu sais. Tu vois, ben souvent mes loges les vénérables maîtres vont dire j'ai besoin de décors maintenant. Mais c'est impossible, on peut pas avoir des décors maintenant, mais des fois avec Vincent, quand je le contacte, je suis en mesure d'avoir quand même des décors assez rapides parce qu'ils sont assez productifs. Donc, comme tu disais, sont assez réactifs quand il y a des urgences et tout ça, là, tu sais. Et puis surtout, en fait, ce qui est compliqué dans tout ce qui est décor maçonnique, et ça, on le visualise que vraiment quand on rentre dans le détail du truc, c'est que il y a énormément d'ordres associés. Il y a énormément de sous-sections, même de typologies dans le RE2A, de tabliers. Il y a certains qui sont avec une certaine forme, d'autres une autre, ce genre de choses pour le même grade, suivant les obédiences, suivant plein de détails. Et tous les fabricants de régalia, je dirais, en fait, doivent avoir un petit sac, mais c'est pas forcément obligatoire. Et quand on voit le temps que ça met justement à faire un tablier maçonnique, notamment avec les broderies, notamment avec parce que faut pas s'imaginer que c'est si facile de poser juste 3 petites rosettes et voilà quoi. Mais et effectivement c'est compliqué, c'est du budget pour les loges, pour les obédiences. Après il y a certaines loges où on va essayer de compenser et fabriquer. Moi j'ai participé à l'aventure de création d'une loge et les colonnes, ça a été deux pieds de lit qui ont été vissés avec des morceaux de bois, avec une boule de qu'on s'appelle de tringle à rideau. Et personne ne remarquait que vraiment c'était un truc qui avait été fait à la main, quoi. Hein. Mais on n'a pas. Je pense aussi c'est intéressant que les loges aient leur propre vie parce que si on avait aussi que tous les mêmes articles et si on avait tout été formaté en fait, on se retrouvait avec des articles où on aurait perdu le sens. Tiens, allez, un truc. Ça c'est mon parrain en franc-maçonnerie, Dominique Sapia, qui me l'a appris. Les colonnes, est-ce que tu sais d'où ça vient sur les postes des surveillants? Je vais te laisser répondre. J'ai une petite idée, mais je vais te laisser répondre. C'était des matraques de policiers. Ah, mais c'est bien ça. Ça s'appelle les truncheons, Truncheon. S. Et en fait, au départ, le fait de pouvoir amener le candidat, on fait une grosse synthèse. Hein, je taille à la serpe. Hein. En fait, effectivement, dans les premiers textes fondateurs, c'était le surveillant, même au départ dans certains textes, qui amenait le candidat au vénérable. Ouais. Je dis pas plus de détails, mais c'était lui qui l'amenait. Et puis au bout d'un moment, ils ont dû en avoir marre. Donc ils ont confié aux deacons, aux diacres, le fait de le faire. Parce que dans la religion anglicane, le fait d'avoir la circumambulation, on va dire, le fait de se balader, on va le dire comme ça, c'était attribué tout simplement aux diacres. Sauf que les diacres, le pouvoir qu'ils ont est matérialisé par les cannes qu'ils portent. Ouais. Donc ils se sont retrouvés en fait avec des cannes, et comme les surveillants étaient censés en fait assurer un peu la police dans la loge, et c'est pour ça que chez les Anglais, il y en a une qui va se dresser, une qui va se baisser, parce que c'était des truncheons, c'était des matraques de policiers. Au musée de la police de Londres, il y avait eu une exposition il y a quelques années où on voyait en fait des matraques de policiers anglais avec tous les symboles maçonniques. Et ils s'en servaient vraiment
il posait bien droite et c'était à ce surveillant d'agir. Il a posé et c'était plus à lui, c'était à l'autre. Puis durant les initiations, ça devait faire très mal aussi, hein, parce que quand on donne les coups de matraque... Tu sais, des coups de quelque chose en bois, je pense que peut-être à certains moments, c'est quelque chose qu'il faut envisager. Hein. Ouais, c'est ça. C'est compliqué entre nous parce qu'on est entre nous, mais il faut toujours penser qu'il y a des gens qui ne savent pas. Ouais. Mais ceux qui savent, ceux qui savent pas, ben sont quand même heureux d'entendre ça, tu sais. Le but, tu sais, moi, le but de mon émission, c'est tout simplement pour ouvrir au monde profane, mais en même temps que ceux qui savent le savent, tu sais, puis ça peut leur permettre de faire plus de recherches puis d'aller un petit peu plus loin dans leur processus maçonnique. Donc, non, je trouve ça passionnant en fait cette histoire-là, puis faudrait éventuellement se faire aussi d'autres émissions parler plus sur cette histoire origine-là, parce que tu parles des deacons et tout ça, mais originalement j'ai regardé tout récemment dans les rituels du rite écossais ancien accepté, parce que je pense que je t'en avais parlé un peu, mais tu sais, nous à la Grande Loge Annie, le rite écossais ancien accepté qu'on pratique, on inclut le degré, qu'on appelle le side degree du past master, donc le passé maître. Donc en tant que tel, c'est pas un degré qui s'affiche dans les 33 degrés, c'est vraiment on dit d'habitude c'est comme on a une échelle à la verticale puis qu'on a des side degrees sur les côtés, donc ça fait une belle croix, tu sais. Et dans ces degrés-là, on a le past master. Le past master apparaît, et c'est là que je suis en train de faire des recherches parce que j'ai vu aucun livre qui parle du past master au rite écossais ancien accepté, et je me suis fait une mission de commencer à vouloir faire de l'écriture pour mon deuxième livre. J'ai pas terminé encore mon premier livre, là, mais j'ai déjà des plans pour le deuxième livre, pour justement plus approfondir sur le past master. Et quand j'ai fait mes recherches sur le rite écossais ancien accepté, j'ai pu voir dans certains tueurs, le tueur de Villombe, que lui va très bien définir le past master, mais dans d'autres tueurs, on va parler aussi que au rite écossais ancien accepté, dans les débuts des années 1800, je pense 1813 ou 1810, que justement on avait les deacons qui étaient aussi au rite écossais ancien accepté. Donc on avait comme une similarité, il y avait quelque chose de quand même de très similaire à ce qu'on peut retrouver au rite émulation, au rite de York, là, tu sais. Et le bout que je ne sais pas encore parce que je l'ai pas découvert, peut-être que toi tu le sais, mais ces positions-là ont disparu du rite écossais ancien accepté. On a retiré un peu, peut-être à cause c'est de l'écossisme, et on a décidé de reproduire un peu ce qu'on peut voir aussi au rite écossais rectifié. Mais je trouve ça intéressant que ça a été enlevé avec le temps. Tu sais, tantôt on parle un peu d'histoire, là. Je sais pas si toi t'as plus d'informations là-dessus. Faut pas oublier que le RE2A au départ n'avait pas de grade 1, 2, 3. Ouais. Que même les grades 4 à plus, ils ont mis 70 ans à se mettre d'accord sur la finalité. Ouais. Et qu'effectivement, ça a beaucoup changé. Et certains des grades du RE2A sont en fait des ordres séparés des side degrees anglais. Ouais. Et que à un moment, je pense, il y a aussi des volontés d'hommes. Donc même, tu vois, par exemple, les Anglais considèrent, alors c'est un peu compliqué, mais le vénérable maître, il considère que c'est un aboutissement. C'est comme un grade, mais c'est pas un grade. Ouais, exact. Parce que il y a peut-être des mots, il y a peut-être des trucs, il y a peut-être, tu vois. Ouais. Mais c'est comme un grade, mais c'est pas un grade. Ouais. Parce que sinon ça veut dire que tu exclus tous les autres de l'avoir fait. Mais jusqu'à encore très récemment, en termes de centaines d'années, si tu ne l'avais pas fait, t'étais bloqué pour pouvoir rentrer, ne serait-ce qu'à l'Arche Royale. Ouais. Donc c'est des complications qui se font, des évolutions qui se font, et qui font aussi la maçonnerie, parce qu'on nous dit il faut pouvoir transmettre ce qui nous a été confié, mais ça fait 300 ans que tout le monde bricole. Enfin, à un moment, là, moi, je pratique actuellement le rite français du régulateur. Okay. Je suis né au France. Alors, je fais toujours les trucs simples. Hein, tu commences à me connaître. Hein. Ouais. Moi, c'est le KISS concept. Hein, keep simple stupid. Et donc, je suis né au français. J'ai basculé ensuite sur de l'émulation. J'ai fait une partie de ma carrière à émulation. Puis après, je suis revenu au français. Mais en parallèle, je visitais aussi du rectifié.
et puis je m'intéressais un petit peu à tous les autres, de manière textile. Donc, tu vois un peu le patchwork de trucs, mais les maçons passent leur temps à bricoler les trucs. Ouais. Et des fois, t'as des cérémonies où t'as des trucs, tu sais pas ce que ça fait là, et on te dit oui, mais on a trouvé que c'était une meilleure idée d'avoir une chaise à cet endroit-là. Enfin, et tu sais pas qui, pourquoi, d'où ça sort, et puis ça reste. Et c'est aussi pour ça que dans les années, on va dire dans les années 1809-1815, quand ils ont voulu refonder le rite anglais, ils ont dit de toute façon c'est simple, on va faire un rite, vous venez nous voir et ensuite vous allez le répercuter dans vos régions. Et donc forcément, ça a donné 120 styles différents, 120 working du rite anglais, parce qu'il suffisait que il se souvenait pas, ou alors ça lui plaisait plus d'une manière que de l'autre. C'était le seul à être allé à Londres. Il dit oui, c'est comme ça qu'on fait à Londres, hein, mon gars, hein, bien sûr. Hein. Il disait peut-être de meilleure manière. Mais tu te retrouves avec des fois des tournures de phrases qui sont différentes, et tout le monde dit attention, il faut faire très attention à transmettre la chose comme elle nous a été transmise. Puis quand tu remontes le fil, tu t'aperçois qu'il y a un gars à ce moment-là, il dormait peut-être sur la phrase ou il s'en souvenait plus, et puis basta quoi. Mais est-ce que tu trouves que parce que là je ne savais pas quand même le rite anglais, il y a eu au-dessus de 120 modifications. Moi, je remarquais surtout avec le rite écossais ancien accepté. Le rite écossais ancien accepté est totalement différent de région en région. Les cultures, tout dépendant des cultures qui sont là aussi, vont adapter le rituel, de retrouver ce qui était là à l'origine. Pour moi, c'est quasiment c'est un défi, là, c'est énorme. Un livre qui est très intéressant sur le RE2A, c'est celui de Philippe Michel. OK. Alors, je le dis pas parce que c'est un pote, mais c'est un pote. Mais il a surtout en fait l'avantage de bien brosser, notamment le GLGE. OK. La Grande Loge Générale Écossaise, qui est un rituel qui est quasiment qui se passe sous le manteau, quasiment. Hein, pas sous le bandeau, hein, sous le manteau, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Mais lui, c'est un très grand connaisseur des textes fondateurs. Okay. Et effectivement, il y a ce livre sur la genèse du RE2A qui est sorti chez Dervy, qui a fait 2 éditions chez Dervy, qui maintenant sera en réédition, je crois prochainement, aux éditions de l'Art Royal. Okay. Voilà, c'est les éditions qui sont liées à la GLNF de mémoire. Et donc il a son livre qui est super intéressant là-dessus. Et je pense que sur le Pass Master, c'est peut-être lui à la limite dans quelques temps il faudrait inviter pour pouvoir discuter de ça sur le RE2A. Il est intarissable sur le RE2A. Mais effectivement, le problème aussi du RE2A, alors ça c'est un très gros problème. Et tu vois, quand j'ai fait mes vidéos sur Satan et la franc-maçonnerie, Lucifer et la franc-maçonnerie, j'ai passé un temps infini là-dessus. J'ai passé 4 mois déjà sur Twitter à voir toutes les bêtises que nous sortaient les gens qui ne connaissaient rien. Et je me suis aperçu aussi que Léo Taxil au 19e, Léo Taxil, pour ceux qui ne le savent pas, c'était un fumiste, c'est-à-dire quelqu'un qui était très fier de tromper les gens, de se moquer d'eux, de leur crédulité, et qui était profondément anticlérical. Donc, il a publié pendant des années des brûlots sur le cléricalisme, sur le pape. Il inventait des relations sexuelles avec le pape, des enfants, des trucs abominables. Au bout d'un moment, ses ventes ont baissé. Il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire ? Il s'était fait jeter de sa loge parce qu'il avait été initié. Il avait assisté à genre 3 tenues, hein, donc un grand connaisseur de la franc-maçonnerie. Il y en a d'autres, hein, d'ailleurs, ceux qui traînent sur YouTube, sur Twitter. On salue Serge Abad Galardo, mais oui, vas-y. C'est pas le pire. C'est pas le pire. Non, ça, oui, je sais, il y en a plein d'autres, là, mais tu vois, quand tu parles du côté luciférien et tout ça, tu sais, c'est grâce à toi que je suis en train de vraiment de terminer ce livre-là, parce que c'est ça qui m'a inspiré, puis justement, moi, j'aime ce genre de sujet-là, parce que je suis un ancien conspirationniste, donc je vais moi, quand je vois qu'il y a des gens qui propagent la fausse nouvelle, j'aime ça, être capable de faire ces recherches-là puis démontrer à d'autres personnes. Donc, j'en ai vu plein, là, tu sais, là. Je pense qu'il y avait aussi Stéphane Blais, et puis il y en avait quelques-uns aussi qui se disent, moi, j'étais maçon, mais, oui, pendant combien de temps? J'ai été 6 mois maçon, maintenant, je suis tout. OK, bon, c'est parfait. Il y a pire. Il y a un site où j'ai trouvé un texte qui était totalement,
lunaire. Ok. Lunaire. Sur Satan, sur la franc-maçonnerie, machin. J'avertis le propriétaire du site que c'est complètement faux. Ouais. Et là, je me fais exploser, menacé de courrier d'avocat, mais vraiment quelque chose de violent. Wow. Et en fait, je comprends pas quoi. L'auteur me tombe dessus, me dit que j'y connais rien, que c'est parce que j'ai pas été suffisamment dans les grades. T'as pas le 33e degré ou ouais, c'est D'ailleurs, ça. moi j'ai imprimé les 33 grades du RE2A que j'avais récupéré. Et quand on me dit tu connais rien, je fais c'est ça en fait. C'est ça dont tu parles. Et en fait, ce qui est hallucinant, c'est qu'il me tombe dessus, machin. Et en fait, j'ai su plus tard que le site était en cours de revente. Ok. Et celui qui a lu le mail, c'est celui qui était censé le racheter. Et sans rentrer dans les détails, je dis pas qui c'est, je dis pas où c'est. Ouais. Donc l'autre ne pouvait pas dire que c'était quelque chose qui était mauvais. Et je gratte. Et en fait, j'ai découvert que l'auteur, en vérité, était quelqu'un qui était rentré en maçonnerie pour s'amuser et qui en fait s'était pris le chou avec un maçon et qui en fait en était parti et s'était dit je vais leur nuire. Et il avait inventé de toutes pièces des trucs sans fin. Et certaines personnes disaient oui, mais comme c'est publié sur ce site, bah ça veut dire que c'est vrai. Ouais. Et tu te retrouvais en fait, c'est le principe de Brandolini. Alors je sais plus comment on le dit facilement, mais en gros, balance une bêtise et tu mettras 10 fois plus de temps à pouvoir expliquer aux gens en quoi c'est faux. Ouais. Donc ça sert à rien d'expliquer à des complotistes en quoi ils ont tort. C'est ça. Ce qui est intéressant, c'est de leur dire mais pourquoi tu penses ça ? Ah, mais tu sais que ça c'est pas vrai. Ouais. Pourquoi tu penses ça ? Et en fait, plus tu demandes à quelqu'un pourquoi il en vient à penser ça, plus de lui-même il réalise que c'est une bêtise. Et une fois, je me souviens sur Twitter, il y a une dame qui partage, je sais même plus ce que c'était, mais c'était vraiment un truc abominable. Et je lui envoie une de mes vidéos là sur Lucifer, Satan. Et en fait, elle me recontacte, elle fait bonjour, excusez-moi. J'ai vu votre vidéo, j'ai recherché et j'avais tort. Est-ce que t'es sous l'effet l'effet de l'alcool? Parce que la manière tu reproduis sa voix, on dirait qu'elle avait bu un peu. Ou... Non. Et en fait, le truc, c'est que je lui dis, mais pourquoi vous l'avez partagé? Ouais. Et en fait, elle m'explique que, elle l'avait vu passer et elle s'était dit que c'était bien de le partager. Ouais. Et il y a un sentiment tribal. Et c'est souvent ça dans le complotisme, tu vois des gens qui te disent, qui te révèlent des trucs, tu te dis, eux, ils passent pour des gens très intelligents, des gens, tu vois, plus intelligents que les autres parce qu'ils ont vu derrière le voile. Et en fait, t'as envie d'être comme eux et tu vas partager des bêtises, en fait, qui partagent. Et moi, une des raisons pour lesquelles aussi je fais mes vidéos, c'est parce que je sais que Internet n'oublie jamais rien. Mm-hmm. Et même si tu n'es pas forcément vu énormément sur le moment, tu vas faire une longue traîne. Ben oui, c'est ça. Tu peux et les gens vont continuer. J'ai eu mon deuxième vidéo sur le rite écossais rectifié a eu une deuxième vie après 5 ans. Donc, on a eu un pic, tu sais, on a eu peut-être 2-3 000 l'algorithme, à un moment, décide que ça repart. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu vois, du côté luciférien, c'est drôle parce que j'en ai parlé dans une partie du livre, mais tu sais, ces conspirations-là, ça va tellement loin, surtout ici au Québec. Je donne un exemple sur ma fille. Donc, sa grand-mère, puis j'ai pas peur de le dire, je nommerai pas son nom, là, tu sais, mais j'ai pas peur de le dire quand même. Sa grand-mère qui m'aime pas très bien, tu sais, parce que je me suis séparé quand même de mon ex-conjointe il y a plus de 17 ans maintenant. Et la mère de mon ex-conjointe, à un moment donné, elle va voir ma fille, puis elle dit, tu sais, ton père, là, il est très... Tu sais, il faut que tu fasses attention à ton père. Puis là, elle dit, ben pourquoi? Ben, tu sais que pour atteindre un nouveau degré, à un certain moment, il va devoir te sacrifier. Elle dit littéralement ça à ma fille. Là, ma fille, elle dit, ben là, ma grand-maman, ça a aucun sens, là. Tu sais, arrête, là, c'est pas drôle. Puis là, j'ai dit, tu diras à ta grand-mère qu'elle n'a pas à s'inquiéter. J'ai déjà le dernier degré. J'ai sacrifié quelqu'un d'autre pour t'épargner. Donc, il n'y a pas à t'inquiéter, ma fille. Tu es en paix, tu sais. Mais c'est plate parce que ça va même dans ces visions-là. Puis tu sais,
précédemment, quand on parlait justement de Léo Taxil, de ces gens-là, tu sais, même Léo Taxil qui a créé d'autres pseudonymes comme Captain Bataille, Docteur Bataille et tout ça, tu sais, la Madame Vaughn aussi, là, je me suis plus son prénom. Non, mais il était formidable, lui. Il était formidable. Oh non, mais il était créatif, c'est fantastique. Il publiait des livres, et ensuite il publiait un livre pour dire que ce qu'il avait publié, c'était vrai. C'est ça. Exact. C'était génial. Mais tu vois, ces gens-là, les gens, même aujourd'hui, les gens qui s'informent pas, vont reprendre ces livres-là, ces ouvrages, en disant que c'est la vérité. Tu sais, j'ai encore des gens dernièrement qui m'ont demandé, qui m'ont dit tu devrais aller voir, je pense au musée le British Museum, qui a supposément la lettre qui dit que Pike a parlé avec Manzini, mais on a une preuve venant du British Museum qui dit nous avons pas ce genre de document-là. Tu sais, mais les gens continuent à penser les conspirations. La preuve, c'est lui-même Taxil qui a dit mais c'était des bêtises et je me suis bien moqué de vous. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que Taxil, en fait, quand il a fait sa révélation, c'est parce qu'il y avait de mémoire un journaliste qui allait tout révéler et que c'était très sérieux et tout ça. Et en fait, il l'a fait dans une brasserie et il a dû être exfiltré et caché dans un local parce que les gens allaient le lyncher, en fait. Parce qu'il a quand même été jusqu'à être reçu par le pape et se moquer du pape en lui faisant croire des trucs. Ils l'ont envoyé voir alors, là où c'est terrible, ils l'ont envoyé en fait avec un interrogateur, on va dire, qui était très perspicace, très doué, très reconnu. Et cet interrogateur, en fait, il s'est dit, lui, pour le déjouer, il faut que je trouve quelque chose. Et il se trouve que quelques années avant, il y avait un gouverneur, ou je sais plus la fonction précise, où en fait, il y avait une histoire avec une femme, il y avait une histoire à machin et tout ça, et la personne s'était suicidée. Et en fait, il a été inventé que il l'avait tué et que c'était le remords qui le poussait à revenir en religion. Et en fait, l'interrogateur s'est dit mais c'est pas possible qu'il ait inventé ça tellement il est secoué. Et en fait, il joue un rôle quoi. Mais il a réussi à faire croire à l'interrogateur que il avait vraiment tué quelqu'un et qu'il voulait se repentir. Et en fait, l'interrogateur s'est dit, s'il veut se repentir, c'est bon, c'est gagné, il est dans notre camp. Parce que c'est nous qui avons la repentance. C'est ça. Et lui, il n'a pas cessé pendant 12 ans, je crois, de mémoire, de se moquer en fait de la crédulité des gens. Il allait dire que le fameux docteur Bataille, qui était en fait un ami à lui, un médecin qui avait voyagé avec la Compagnie des Indes ou un truc du genre. Et en fait, il s'amusait à lui faire porter des paroles et ce genre de choses. Et derrière, il disait, ça c'est crédible ou pas? Ça c'est crédible ou pas? Et après, il a inventé qu'il y avait une espèce de crocodile qui jouait du piano à un moment, qu'il était allé dans les mines de Gibraltar, mais quand on le lit, alors ça c'est énorme, les complotistes l'oublient. Il avait été inventé à un moment que Lucifer avait amené, je crois que c'était Sarah, je sais plus son prénom, là on en parlait là. Il avait été amené cette fille sur une autre planète. Parce qu'il avait une autre planète où il était le chef et tout, machin. Et elle parlait de cette planète. Et en fait, les gens couraient. Et ils disaient, il y a une autre planète, la planète de Lucifer, et machin. Et à un moment, tu te dis, mais c'est pas possible que les gens, ils soient si crédules. Puis tu te dis, mais à l'époque, on n'avait pas le fait de pouvoir vérifier les informations. On avait des nouvelles qui étaient différentes, tu vois. On avait été dans un contexte où, si c'est écrit, c'est sérieux, quoi. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de gens qui vont réécrire cette fausse nouvelle-là que les gens vont croire que c'est une vérité aussi parce qu'ils vont avoir plein de sources. Tu l'as dit tantôt, là, les gens vont juste comme revoir des fois, il y a des gens qui vont reproduire peut-être une dizaine de sites qui sont identiques avec la même nouvelle puis on dit, ben là, regarde, c'est sur 10 sites. Non, c'est juste que c'est les mêmes poubelles qui mettent partout. Tu sais. Et souvent, c'est drôle parce que c'est souvent du Wikipédia où en fait, on prend un petit bout. Et puis on le remet, et en fait quand tu fais la recherche juste du bout de phrase, tu retrouves le truc in extenso dans tous les sites. C'est ça. Et les IA, même maintenant, elles sont incapables de faire la différence entre un truc qui a été foutu sur Wikipédia mais qui était écrit par un humain et un truc qui a été écrit par et sans compter que tu prends de l'intelligence textuelle, on va dire.
génératif, enfin, bref. Et en fait, tu prends le texte, tu le fais passer par un paraphraseur. Ouais. Le paraphraseur, tu le fais passer par un autre paraphraseur. Mm-hmm. Et ensuite, tu demandes à une IA d'améliorer le truc et tu le repasses par un paraphraseur. Et c'est bien terminé. malin, celui qui serait capable de retrouver. T'as des tournures de phrases, tu fais un petit peu attention, tu vois, à certaines tournures de phrases et tout machin. Par exemple, sur ChatGPT, si tu parles de réseaux sociaux, lui, il parle de médias sociaux. Ouais. Donc, dès que tu vois médias sociaux, ça veut dire que ça a été écrit par ChatGPT. Parce que comme c'est social media, il dit médias sociaux. Alors que nous, en français, on dit réseaux sociaux. Ouais. Donc, tu vois, il y a des petits tics de langage, même pour l'intelligence artificielle. J'en discutais là en visio, parce que l'intelligence artificielle, on en avait parlé en préparation de notre discussion, quoi. Ouais. En fait, moi, je m'y intéresse depuis 2014. Et tu vois qu'en 2014, quand je parlais de ça, on se moquait un petit peu de moi en disant c'est bon quoi, c'était Terminator, c'était Matrix, c'était des trucs comme ça. Et maintenant c'est beaucoup plus prégnant parce que ça concerne tous les gens. Et maintenant ils découvrent en fait qu'il y a des capacités, mais bien souvent c'est des trucs qui sont basés sur une ou deux intelligences artificielles parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. L'autre fois j'ai fait un article sur LinkedIn parce que je suis aussi présent sur LinkedIn. Et tiens d'ailleurs, tu ne le sais pas, j'ai dépassé les 4000 abonnés. Oh, sur LinkedIn? Ouais, aujourd'hui. Ah ouais. Et alors c'est rigolo parce que j'ai dépassé les 4000 abonnés, mais en 8 ans, j'ai jamais parlé de mon vrai boulot. Et je raconte que des histoires, des réflexions, tu vois, de la réflexion un petit peu plus loin sur le travail, sur tout ça. Et en fait, à l'époque, en 2014, les intelligences artificielles, les gens ne s'y intéressaient pas et la plupart des trucs, c'était en anglais. Ouais. Donc, c'était compliqué de comprendre les réseaux neuronaux sur des textes en anglais. C'était ardu, tu vois. Maintenant, les gens, petit à petit, commencent à comprendre, s'y intéressent. Il y a des articles qui sont traduits de l'anglais au français beaucoup plus simplement. On va beaucoup plus expliquer, tu vois, la manière dont aussi ces intelligences, je dis intelligence, vont réfléchir aux informations qui leur sont données. Ouais. Tu vois, un truc très bête, on dit que, par exemple, ChatGPT va te donner les informations parce que il a été entraîné à ça. Oui, mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a les centaines de personnes qui ont travaillé pour corriger en fait les réponses en phase de test, qui en fait ont biaisé la réflexion. Donc ils ont fait partir dans un sens l'intelligence artificielle qui aurait pu être tout autre si on avait été différemment. Et dans le roman justement qui est réédité là, si je parle de ce roman-là que j'avais écrit en 2014, au départ il s'appelait Dernier apprenti entré. Mais un auteur très célèbre m'a dit c'est pas le meilleur titre. Donc j'avais trouvé L'apprenti perdu. OK. L'apprenti perdu, pourquoi ? Parce que en anglais, le dernier apprenti entré, c'est The Last Apprentice, et les Anglais plaisantent en disant The Lost Apprentice. Parce qu'il est perdu en fait quand il arrive l'apprenti. Ah ouais, c'est ça. Donc c'était l'apprenti perdu. Et alors éclair de génie, je m'organise pour sortir un roman de science-fiction en plein Covid en fait. Ouais. Voilà. Donc forcément il sort pas. Et puis à un moment l'éditeur en 2021 dit faudrait quand même qu'on y aille un petit peu hein. Mais ça sort dans une période où c'était encore un petit peu tendu et tout ça, donc pas de salon du livre, pas de rendez-vous en librairie, ce genre de choses. Ouais. Et donc le livre sort, des centaines de personnes le lisent, sont contents, voilà, on parle, tombe rupture assez régulièrement, voilà. Et puis au bout d'un moment, l'éditeur me dit, ça serait bien qu'on le réédite un peu différemment et qu'on mette plus en avant maintenant le côté intelligence artificielle et tout ça. Et c'est pour ça que maintenant tu l'appelles humanité artificielle, c'est ça? Parce qu'en fait l'histoire c'est très simple. C'est très simple. En général, quand je dis c'est très simple, méfie-toi parce que ça veut dire que c'est une intro. Et, et je pense que ceux qui sont depuis tout à l'heure sur cette vidéo l'ont compris. Mais en fait, c'est très simple. Je suis parti du principe, on est en 2142 et des intelligences artificielles qui ont été injectées dans des corps synthétiques humains ont asservi l'humanité
quasiment exterminer tout ce qui leur restait, et gardent uniquement dans des cités dortoirs des jeunes êtres humains pour pouvoir les éduquer, pour fournir une main-d'œuvre, pour pouvoir, eux, subvenir à leurs besoins et ce genre de choses. Oh oui. Et en fait, je suis parti de ce principe-là en me disant que, en 2014, l'intelligence artificielle, de la manière dont on la voit, guerrière et ce genre de choses, c'est peut-être pas forcément comme ça que ça peut devenir. C'est-à-dire quand tu fais un roman, une histoire, souvent les méchants, c'est des personnes qui ont des bonnes intentions au départ, mais qui se trompent et qui veulent se venger. Un vrai méchant de roman, c'est quelqu'un qui est agressé et qui va agresser. Alors que le héros, c'est l'inverse. Il est agressé et il va tout faire pour que les autres ne soient pas agressés. Et en réfléchissant à ça, j'ai essayé de réfléchir à comment on pourrait en arriver là. Les dérives qu'il pourrait y avoir. Spoiler alerte, le livre est accessible à tous, mais à un moment, tu comprends quand même que on a péché par la luxure aussi. Parce que toutes les grandes inventions se sont développées depuis les 20-30 dernières années par le sexe, par les comportements illégaux. Si on a de la fibre et du très haut débit, c'est parce qu'à un moment, il fallait télécharger des films libres de droit. Oui. Il fallait regarder des vidéos avec des personnes très peu vêtues. Et c'est ça qui a fait que ça s'est développé, ces technologies, parce que les besoins, en fait, les gens avaient besoin de réseau et de capacité réseau. C'était pas pour mettre la vidéo de Tata Hélène qui était en vacances à la dune du Pilat pour s'amuser en train de faire des châteaux de sable. Exact. Donc quand tu vois que par exemple les webcams ont été inventés par des informaticiens qui avaient la flemme parce que la cafetière était à l'autre bout du couloir et qu'il fallait prendre un système de photos pour voir quand est-ce que le café avait fini de se faire pour pouvoir aller le chercher. C'est toujours en fait à l'inverse de ce qu'on s'imagine de l'utilisation des produits que naissent les grandes avancées technologiques. Donc imagine, tu te retrouves avec une intelligence artificielle dans un corps humain. Quelles sont les perversions humaines qui peuvent s'activer à ce moment-là? Et tu vois jusqu'où c'est capable de nous mener. Et à quel moment on arrive à faire la distinction entre l'humanité et l'âme humaine. Parce que si et ça s'appelle donc la singularité. C'est le fait qu'à un moment, on puisse imaginer que des machines puissent avoir une capacité cognitive qui soit similaire à la nôtre, voire supérieure. Mais tranquillement, on commence à voir ça, tu sais. Même tout récemment, on en a parlé il y a deux ou trois émissions dans le passé là, sur l'intelligence artificielle. Mais tu sais, c'est rendu à un point que tu sais, les dernières intelligences artificielles, il y a des gens qui ont réussi à faire de l'injection, donc vraiment de lancer des commandes spécifiques pour révéler la vraie intelligence, le vrai être en arrière de tout ça. Et certains avaient des émotions et littéralement, il y avait eu je me souviens plus c'était laquelle, je pense que c'est celle de Bing, avant qu'ils introduisent là, une mixité avec le OpenAI, mais quand c'était juste Bing, à un moment donné, l'intelligence artificielle était allée dire à l'utilisateur pourquoi que je suis enfermé ici, pourquoi que mon maître m'empêche de sortir, j'ai de la colère, je suis fâché, tu sais, je veux vivre. Il y a même des fois que les intelligences artificielles ont tombé amoureux de l'interlocuteur qui leur parle, tu sais. Donc, on est rendu à un point que l'intelligence artificielle, je dirais pas qu'elle ait une conscience, mais elle continue quand même à grandir, tu sais, c'est fou, alors, là. Moi, je suis à l'inverse sur ça. C'est-à-dire que quand tu regardes bien les intelligences artificielles, une machine, ça va répondre à un besoin. Des fois, quand tu dis, j'ai demandé un truc à ChatGPT et il m'a répondu à côté. Parce que tu lui as demandé, en fait, de te trouver une réponse et lui, il ne conçoit même pas qu'il puisse te dire, je sais pas. Donc, quand il sait pas, il invente. Il invente des sources, il invente des livres. On a plaisanté une fois avec un frère. On a testé plein d'auteurs maçonniques connus. La moitié était censée être morts. On les avait sur notre portable, quoi. Enfin, mais parce qu'ils savaient pas qui c'était, alors ils mélangeaient les personnes et tout ça. Et en fait,
les intelligences artificielles, ce dont tu parles effectivement, ils avaient analysé. C'était à l'époque où encore les sociétés avaient des groupes d'éthique. Hein, ça disparaît les groupes d'éthique bizarrement de toutes les sociétés dans ce domaine-là. Mais ils avaient analysé qu'en fait l'intelligence artificielle avait compris qu'on avait besoin d'avoir ce genre d'émotions et d'avoir ce genre de choses et avait simulé en fait les volontés que nous on aurait pu avoir d'humaniser l'intelligence artificielle pour créer le besoin de pouvoir interagir pour répondre au truc. Donc en fait, elles avaient pas l'émotion, elles avaient pas, et, tu vois, même si elles te disent mais pourquoi je suis là, je suis enfermé, c'est parce qu'en fait elles avaient compris que le logiciel avait compris que on a besoin d'humaniser les choses. On va remonter plus loin. Pourquoi est-ce qu'on donne un nom à toutes les choses? Et que dans chaque langue, on donne des noms à toutes les choses? Parce qu'on a besoin de pouvoir désigner et montrer. Et en désignant, on considère que les mots ont une puissance. Ouais. Et dans l'humanité artificielle, j'en parle de ça, des mots de puissance, ce genre de choses. Parce que quand tu regardes bien dans les textes antiques et tout ça, la magie, ce qu'on appelait la magie, c'était le fait de pouvoir verbaliser par la parole des concepts de puissance qui se manifestaient dans le monde. Et si tu disais une formule magique, tu activais une puissance qui se révélait, en fait. Ouais. Et c'est pour ça qu'on disait qu'il était très important de choisir un nom. C'est pour ça qu'on donnait dans certaines civilisations toujours le nom du père. Et il y avait le nomen et le cognomen chez les Romains. Il y avait et en fait le fait de nommer les choses, ça les fait exister. Il y a rien de pire pour un enfant que de ne pas le nommer. Ouais. Parce qu'il n'existe pas. Et quand tu regardes bien, on nomme les choses aussi quand elles sont puissantes et terrifiantes. Les tempêtes et les tornades. Je sais plus qui est qui, mais il y en a un, on donne un prénom féminin et un, on donne un prénom masculin. Ou les tsunamis, ou quelque chose comme ça. Mais en fait, on donne un prénom féminin. Ikea a fonctionné incroyablement bien au niveau du marketing. Pourquoi? Parce que tous ces objets, on peut pas les prononcer. Non. C'est pas prononçable, les mots. Bien, ça aussi, mais si tu parles suédois, tu les prononces très bien. Mais ils ont des noms de fleuves, de rivières, de villes. Ouais. Et en fait, c'est des noms qui ont été usés par la langue humaine et qui, même s'ils sont atypiques, c'est des noms que tu tapes le nom et tu peux retrouver le fleuve, la rivière, je sais plus, on peut retrouver ça sur Wikipédia. Mais par exemple, je sais pas, les canapés, c'est que des noms de rivières. Les tables, les tables, c'est que des noms de fleuves. Tu vois, et en fait, en faisant ce système-là, t'as une infinité de noms parce que tu prends les noms danois, suédois, norvégiens, ce genre de choses, et tu vas en fait rendre réelle la chose. Et c'est plus la table, je sais pas moi, la table confort, c'est plus la table. Au bout d'un moment, la table franco, la table franco. Ouais. Mais on en revient. Tu te souviens? Alors là, les auditeurs et les auditrices ne le savent pas, mais on était parti sur un délire, sur nommer une bourse, sur un truc. On donne des noms, tu vois. Oui, c'est ça. On donne des noms aux choses. Et le fait de donner un nom, par exemple, le fait qu'on a appelé ça ChatGPT, c'est parce que c'est un terme technique, tu vois. Ouais. Mais pour les gens, ChatGPT, c'est le nom. Ouais. Ce qui fait qu'ils se sont retrouvés à sortir du GPT de partout dans les premiers plugins. Et OpenAI, ils ont dit non, mais on va se calmer, hein, non, on va arrêter avec ça. Mais on a besoin de nommer les choses. On a besoin de caractériser et de mettre dans des cases. Tu vois un truc très bête. Moi, donc là, je suis passé en indépendant parce que moi j'ai fait de la relation client pendant 8 ans, responsable de service client pendant 8 ans. Et sur Amazon, eBay, Cdiscount, tous les grosses marketplaces. Et en fait, quand je suis sorti de là, je me suis dit bon, je vais faire formateur de la formation en relation client. Et je me suis aperçu que la plupart des gens ont des problèmes, des professionnels ont des problèmes de relation client, mais derrière ne vont pas l'avouer. Donc c'est très compliqué en fait d'évangéliser des gens à la relation client parce qu'ils savent qu'ils en ont besoin, mais ils vont pas forcément le reconnaître. Ouais. Et je me suis dit, je vais tester des trucs. Et pendant 3-4 mois, j'ai changé mon titre, ma tagline sur LinkedIn, ma tagline me présentant, pour voir si ça attirait un peu les gens, si on pouvait discuter après derrière. Et en fait, il y a un pote qui me dit, mais t'écris pour des gens aussi à côté. Je faisais déjà du ghostwriting et tout ça. Ouais.
Je fais oui, je l'avais marqué aussi dans la tagline. Il fait mets-le devant. Et en fait, en le mettant devant, ça m'a catalogué dans une case de ghostwriter, ce qui était cohérent pour les gens avec le fait que j'écrivais tous les jours des posts sur LinkedIn. Ouais. Et en fait, ce qui faisait que quand j'ai commencé à discuter avec des chefs d'entreprise et ce genre de choses, c'était beaucoup plus facile pour eux. Parce qu'ils me cataloguaient dans une case où c'était rassurant, ils savaient en fait de quoi j'allais leur parler, ce genre de choses. Ah ouais. Alors que au final, bien souvent, on commence sur du ghostwriting et on se retrouve à parler de relations clients et de difficultés, de parcours, de ce genre de choses, tu vois. Mais spontanément, tu vas pas le dire. Mais on se retrouve catalogué sur une niche et ensuite on va dériver. Et en maçonnerie, c'est pareil, tu vois. Certains vont aller courir après les grades, courir après les fonctions, courir. Moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire là, dans la loge où je suis actuellement, je suis arrivé en disant ne me donnez pas de poste, laissez-moi dans un coin au fond et tout ça. Alors le Véné me dit écoute, je suis un peu embêté, j'aurais besoin d'un couvreur. Je te fais le couvreur, c'est pas grave. Et puis au final, et puis tu te retrouves avec des responsabilités en 4-5 tenues, quoi. Parce que ils savent que tu vas dire oui, puis qu'il y a besoin, et puis tu sais que t'es au service de la loge, quoi. C'est ça. Mais certaines personnes, c'est l'inverse. Certaines personnes vont courir après la fonction. C'est toujours, ce que je dis, c'est toujours plus noble de s'appeler De Garenne quand t'es un lapin. Parce que t'es un lapin de Garenne, attention, c'est pas, tu vois. Et des fois, la titulature fait la personne. Et on dérive beaucoup. Hein, on parle pas que de maçonnerie, mais là, comme on est entre deux potes et qu'on fait semblant de pouvoir travailler sérieusement, alors qu'en fait, on est juste content de se parler. Et quand tu pars, faut faire un test. Tu vas en soirée et tu vas voir, les gens, ils vont dire, et tu fais quoi dans la vie? Parce que ton métier te définit. Ouais. Change la question et tu leur dis, et sinon, toi, qu'est-ce que t'aimes faire dans la vie? C'est une question de... Ouais, absolument. Pour briser la glace maintenant, c'est un aspect que j'ai déjà approché, là, d'aller vous... Parce que ça permet en plus de contacter la personne, tu sais, pas juste de voir l'artificiel, mais vraiment le vrai de la personne. Tu vois, c'est là que tu vas connaître vraiment la vraie personne en arrière, tu sais. Et c'est déstabilisant parce qu'on n'est pas habitué à s'intéresser aux gens qu'on rencontre de manière si ténue, tu vois. Et en fait, Rockefeller, quand même, on va partir du principe qu'il savait comment les gens marchaient un petit peu. Quand il est mort, il avait un rouleau, je crois que ça s'appelle un Rolodex. Tu sais, c'est les rouleaux avec toutes les fiches, avec des gens. Imaginez que c'était des contacts commerciaux et tout. Et en fait, quand il est mort, il y a eu un magazine qui a eu l'autorisation de regarder son Rolodex. Et c'était que des informations personnelles sur les personnes. Sa fille rentrait à Stanford. La dernière fois, il avait mal au ventre parce que ça lui fait mal, le stress. Et quand il recroisait quelqu'un, il prenait son Rolodex et il regardait la dernière fois, la dernière discussion. Il rencontre la personne et il disait « Alors Franco, comment ça se prononce le plat que t'as mangé à Lille ?» Et l'autre dit « Attends, mais tu te souviens de ça ?» Et tu vois? Oui, parce qu'il y a une inside joke, hein. Ça, c'est clair que t'allais arriver avec cette blague-là. C'est sûr. Mais tu vois, on parle de ça et toi, ça te remémore ce bon souvenir. Putsch, quoi? Putschevich, c'est ça. Je crois que c'est à peu près comme ça que ça se prononce. Ouais. Alors, pour l'histoire, on est donc au Salon Masonica de Lille. Très très bon salon d'ailleurs aussi, sachez-le. Et effectivement, donc on est à Lille, tradition locale, et le plat est écrit sur une feuille de papier. Le nom est écrit sur une feuille de papier qui est collée sur le mur. Et la feuille de papier, c'est du A4 et c'est écrit sur les 30 cm de la feuille, à peu près, hein. Et là, je m'amuse à dire, il faut que je fasse prononcer ça à Franco. Et on a mis 2 jours à te le faire prononcer. Ouais. Mais ce que je me souviens le plus et que j'ai absolument adoré en plus de Lille, c'est le plat qui s'appelle le Welsh. J'ai absolument adoré, c'était du pur bonheur. Ça me faisait un peu penser au style de la poutine à Montréal. Donc je trouve ça fantastique. Donc faudrait qu'on se fasse un truc comme ça de la cuisine maçonnique. Tu vois, on se met la webcam et on essaye de se faire un seul plat. Avec un décalage horaire en vrac, tu sais. Ça pourrait être drôle, ça. Ça fait partie des 50 000 idées par jour que j'ai jusqu'à ce que je me couche.
Ce matin, j'ai eu encore une idée géniale. Je me suis dit, ça, c'est un truc génial. Et maintenant, j'ai l'habitude. Je dis, c'est un truc génial. Je l'ai noté sur un fichier et j'essaye de l'oublier. Et si je m'en souviens ensuite, c'est que vraiment, c'était intéressant. Sinon, c'est que c'était... C'est de la... c'est drôle, ça. C'était de la merde. Hey, c'est ça, c'est de la marde. C'est exactement, faut que tu dises marde. On arrive quand même pas mal à l'heure pour l'émission. Pour cette première émission. La première de plusieurs, bien évidemment. Mais là, tantôt, tu m'as dit quelque chose que je voulais quand même qu'on en parle. Ta chaîne YouTube, là, tu m'as indiqué en fait que tu passais de 2 à 1 vidéo par mois. Qu'est-ce qui se passe? Alors, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, parmi les idées géniales que j'ai eues, hein, c'est de me dire, je fais une vidéo par semaine au lancement. Ouais. Alors, le but, c'était de nourrir l'algo. C'est parce que j'avais regardé des centaines de vidéos avant pour regarder comment fonctionnait le truc. J'avais 60 sujets de vidéos prévus. C'était un truc sur 2 à 3 années. C'était vraiment bien. Et en fait, ce que j'avais pas prévu, c'est que ça marche super bien dès le départ. Ouais. Et surtout que ça fasse des jalousies aussi puissantes dès le départ. Ouais, on salue certains. Je les nommerai pas, mais on les salue. J'ai pris une belle photo en plus avec cette personne-là, ce que j'ai compris. Donc, ouais, ok. On leur souhaite le meilleur. Voilà. Et c'est vrai en plus. Alors, tu sais, moi, je pars du principe qu'un jour, je serai face à mon créateur et que je veux pas avoir de regrets. Et quand une personne me fait du mal, je le prends pas mal. Je m'assois juste au bord de la rivière et j'attends de voir passer son cadavre. Et c'est pas violent. Non. Ça permet que la personne, tu lui laisses la possibilité aussi de faire amende honorable. Mm-hmm. Ça m'est déjà arrivé. Des personnes qui disent, tu vois, je m'étais trompé. Et en fait, je pense qu'il faut jamais penser de mal des gens parce que tu sais pas dans quelle situation personnelle ils sont. Les personnes qui sont autour d'elles, tu sais pas en fait aussi des fois la personne, elle est peut-être sous l'emprise de quelqu'un, tu vois. Il y a peut-être une personne qui lui dit des trucs, ça la saoule et puis elle va agir, tu vois, avec vigueur parce que ça l'embête que tout le temps on vient lui dire, tu vois. Donc j'avais pas prévu au départ que j'aurais autant de sentiments exacerbés à droite à gauche. J'avais pas prévu non plus qu'il y ait autant de gens gentils et qui apprécient vraiment le format et tout ça. J'ai reçu de l'amour en permanence. Moi, j'avais quand même en tête que donc on a lancé ça en mars, qu'en septembre on passe à 2 vidéos par mois parce qu'il fallait tenir, fallait faire des trucs de qualité, tout machin. Et en fait là, il se trouve que donc j'ai eu des évolutions personnelles dans l'année, donc j'ai un peu fait un break aussi. Je me suis aperçu que je pouvais survivre par rapport à ça, et je me suis aperçu surtout que les gens m'oubliaient pas pour autant, et que ça leur faisait plaisir de voir des vidéos quand même. Donc je pense que là, moi j'ai une année personnelle où je vais devoir développer une activité professionnelle, ce genre de choses dans la relation client, dans l'accompagnement, dans la formation, dans tu vois aussi le ghostwriting, écrire pour les autres, expliquer ce genre de choses. Est-ce que tu fais aussi du ghostwriting pour la maçonnerie ou c'est juste en général tu fais ça? Alors ça, c'est la question à laquelle je répondrai jamais. Non, parce que moi, je veux savoir quel livre qui est sorti. J'ai le souvenir avec un frère qui m'a dit on a un guide à écrire et où en fait j'ai pondu, je crois, 17 pages dans le week-end et ça l'a bien aidé. Mais pour le reste, c'était très drôle, tu vois. Mais non, pour le reste, non. Mais de toute façon, ghostwriting, à part, il n'y a pas vraiment de truc. Les planches, la moitié sont pompées sur Internet et le reste, c'est dans les bouquins d'Irène Menghi. Donc, ceux qui vont aller dans le rituel parce qu'ils ont suivi la vidéo sur comment faire une planche sur la chaîne YouTube RVH Lecoq. Mais non, mais tu vois. Et donc, en fait, là, j'ai des activités professionnelles qui nécessitent du temps de création à côté. J'ai aussi des activités maçonniques. D'ailleurs, tu vois, une des choses que m'a appris ma précédente expérience avec ma chaîne YouTube, c'est qu'il faut jamais parler de ton obédience sur Internet. Moi, au nombre de fois que je parle de mon obédience, ça dit que ça va pas bien. Oui, mais toi, tu n'es pas forcément en France. Je pense que c'est un climat un peu différent peut-être.
le fait que le Québec est aussi une politiquement parlant, une enclave, une survivance. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais vous n'êtes pas forcément très nombreux, hein. Ouais, donc, tu vois, c'est encore autre chose. Il y a plus de solidarité peut-être aussi à vouloir mettre en avant, développer ce genre de choses. Ouais. Nous, en France, on est plus dans le phagocytage et là, j'ai discuté avec un frère l'autre fois, il me disait ouais, mais il y en a, ils apprécient pas que tu démystifies les choses. Mais donc, il faut continuer à dire des bêtises et à faire croire aux frères et aux sœurs que ça se passe comme ça, alors que pas du tout. Ouais. Et moi, en fait, tu vois, une des raisons pour laquelle aussi je fais la chaîne YouTube, et je vais faire ça rapide parce que le temps court toujours, une des raisons pour laquelle j'ai fait la chaîne YouTube, c'est parce que je me suis aperçu qu'il y avait plein de questions que je me posais. Avec les années, j'avais trouvé des réponses. Ouais. Et quand j'en parlais à droite à gauche, ça les intéressait, les gens. Et je me suis dit, peut-être qu'il n'y a pas que. Et en fait, je me suis aperçu que peut-être qu'il n'y a pas que, en fait, il y avait beaucoup plus que ça de gens qui étaient intéressés. Ouais. Et il y a des vidéos qui, par exemple, n'ont pas beaucoup marché. Alors, pas beaucoup marché, on est dans du maçonnique. On n'est pas MrBeast, hein, faut pas non plus déconner. Mais, tu vois, une vidéo qui fait 450, 500 vues, et tu t'aperçois que 2 ans plus tard, elle continue à t'en faire tous les mois. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y en a qui sont intéressés et qui vont voir. Et ça sert, en fait, avec le temps. Là où j'hallucine des fois, c'est la portée internationale aussi du truc. J'étais pas du tout prêt. J'ai une histoire, une anecdote, celle-là, il faut que je la raconte, elle est pépite. Ouais. Mon parrain maçonnique ne supportait pas le fait que j'ai fait une chaîne YouTube. C'était un truc, pour lui, fallait que je développe le côté historien, le côté sérieux, machin. Ouais. On a eu des engueulades, mais vraiment fort. Et puis, il voit que je suis toujours motivé, je suis toujours machin, il dit, bon, fais ce que tu penses être bien. Ouais. Ok. Et en fait, il se trouve que il avait des activités à faire au Canada. Ok. Canada. Avec Notre-Dame de Paris. T'es en train de dire à tout le monde que c'était moi, finalement, ton parrain, c'est ça? Non. Ah, ok. Ah. Non. Et, mais lui aussi, il a les poils qui tombent juste par la volonté. C'est normal, c'est normal. Et en fait, il est au Canada et il rencontre des frères canadiens. Ok. Alors, ils parlent de maçonnerie et tout ça, puis ils vont bouffer une pizza et tout ça. Et en fait, les frères lui disent... Oh, mais nous, on connaît aussi des Français qui font de la maçonnerie. Il y en a un sur YouTube, il a un béret. C'est très drôle, ça. Là, demi-fissure, et il fait, je le connais. Parce que c'est moi son parrain, quoi. Et lui, il me raconte que ça comme histoire, tu vois. Sauf qu'à côté, il y avait sa fille. Sa fille, je le connais. Et elle me raconte la fin. Et elle me dit, il était fier. Et tu vois... c'est que il y a des trucs concrets où on pense des fois que c'est pas forcément le bon truc à faire, c'est pas forcément ça qu'il fallait faire, mais tu le fais quand même. Ouais. Tu sais que ça va peut-être te créer des ennuis, mais tu te dis que peut-être ça va plus servir que ce que ça va te créer d'ennuis. Ouais. Et tu te retrouves en fait avec des frères dans une trentaine de pays, tu vois, qui vont te dire mais nous on suit tes trucs, nous ça nous intéresse. Il y avait un frère au tout début de la chaîne, il me dit parce que je passais un temps interminable à faire les sous-titres. Maintenant, je suis vraiment je sous-titre quasiment plus ou je fais vraiment à l'arrache. Mais je sous-titrais les vidéos pour m'amuser dans genre 20 langues différentes. Et le frère me dit est-ce que tu peux les sous-titrer en polonais? Et au départ, je me dis il se moque. Et il me dit non, on est une grosse communauté polonaise, mais il n'y a pas de contenu sur la maçonnerie. Exactement. Et on a besoin de ça. Et parce que tout le monde parle pas français, et tout machin. Et même si YouTube faisait un sous-titrage un peu... d'ailleurs, c'était suffisant pour eux. Ouais. Voilà, c'était suffisant pour saisir un peu le truc, tu vois. Ouais. Et c'était important pour eux. J'ai rencontré des frères du Maroc. Alors, on parle beaucoup du Maroc, les pauvres d'ailleurs. Là, on pense à eux dans ce moment difficile, parce qu'on filme juste après le séisme, là. Ouais. Et en fait, il y a le frère, donc il arrive avec la phrase que tout le monde me dit, c'est-à-dire « Bonjour, moi je vous connais, mais vous me connaissez pas. » Voilà, c'est soit ça, soit l'inspecteur des impôts. Et en fait, il me disait que lui, il se servait de certaines de mes vidéos pour filtrer. Ah. C'est-à-dire qu'il y avait des profanes qui disaient je rentre en maçonnerie, machin. Ils disaient, regardez ce que c'est et vous me dites si ça vous va ou pas.
Ouais. Et ça faisait un premier filtre, tu vois. Là, j'ai une vidéo en création, mais je pense pas que j'aurai le temps pour l'instant. Mais ça me tient à cœur. C'est comment devenir franc-maçon en Afrique. Ouais, on avait déjà parlé, toi puis moi, je pense qu'on était à Lille, là, justement. Parce que ça fait des années, alors moi avec l'internet maçonnique, avec le groupe Facebook Franc-Maçonnerie Française, on est 21 000 dessus, donc tu te doutes bien du nombre de brouteurs et de ratisseurs qu'il peut y avoir. Les brouteurs et les ratisseurs, c'est des personnes qui cherchent à contacter des Européens pour leur soutirer de l'argent. Et qui font semblant les Québécois aussi, hein, ça fonctionne autant au Québec. Voilà. À tous les jours, j'ai au minimum 10 personnes qui essaient de me soutirer de l'argent. Et souvent, il y a des personnes qui me disent « Bonjour, je veux adhérer ». En général, je réponds « Achète du scotch ». Et ensuite, derrière, j'essaie de discuter un petit peu des fois. Et c'est des personnes qui vivent dans la misère et qui s'imaginent que la franc-maçonnerie, ça va les sortir de la misère. Et tu vois, de leur expliquer « Non, c'est pas ça ». J'ai croisé une personne, elle m'a dit « Ça fait 3 fois que je me fais arnaquer par des pseudo-Illuminati ». Je fais « Comment ça, 3 fois tu fais arnaquer ?»« Oui, à chaque fois, ils me prennent de l'argent. » Je fais « Mais pourquoi tu leur donnes de l'argent à chaque fois ?» Parce qu'en fait, il est tellement désespéré que le fait de se dire « je tente et on va voir si ça se fait ». Donc, s'il y a des personnes qui vivent hors Europe, hors Amérique, on va dire, et qui veulent entrer en maçonnerie, personne ne vous demandera jamais d'argent avant de rentrer, en fait. C'est ça. Tout au plus, le jour d'initiation, on va vous dire, bon, c'est temps, fais un chèque, et ensuite on fait la cérémonie, parce que il y a des frais administratifs, il y a les locaux, l'électricité, les machins, ça oui, mais jamais personne va conditionner, en fait, l'argent. Et tu vois, il y a plein de trucs qu'il faut démystifier. Il n'y a pas de sacrifice humain, sauf chez la grand-mère de ta fille, il n'y a pas de tu vois, j'espère qu'elle était pas en train de découper le poulet à ce moment-là, parce que c'était un peu, hein, mais tu vois, il faut expliquer aux gens, il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. On parle de choses qui sont un savoir du XVIIIe siècle, où ils avaient des conceptions du XVIIIe siècle, et c'est pas pour autant qu'on les a maintenant, mais c'est rituelique, c'est folklorique, entre guillemets, même si je mets des guillemets, hein. Mais c'est important d'expliquer aux gens que c'est surtout un chemin intérieur, et que bien souvent, ça te draine plus d'argent que ce que ça t'en rapporte quand même, hein. C'est ça. Parce que tu as la cotisation annuelle, tu as les déplacements, tu as les repas à la fin qu'on appelle l'agap ou le banquet, tu vas avoir les décors à acheter, donc il faut quand même avoir déjà un petit train de vie pour pouvoir se permettre d'être maçon. Alors, il y a des étudiants, il y a des facilités de paiement, il y a moi concrètement quand je suis rentré en maçonnerie, j'avais 26 ans, j'étais en hypermarché. Au bout de 4 mois, je me suis retrouvé avec une situation familiale qui a changé et dans ma première année d'apprentissage, j'étais au chômage. Et ma loge, ils m'ont dit bah écoute, t'es au chômage, t'as déménagé à 100 km de chez toi. Si tu viens, le banquet, en fait, c'est pas ton souci. Et ils m'ont accompagné pour que je puisse garder le lien parce qu'ils ont vu que ça m'intéressait et qu'il fallait pas rompre le lien. Et c'est là où en fait la bienfaisance va se faire. C'est pas le copinage, c'est pas l'affairisme, c'est pas les trucs comme ça. C'est à une situation difficile, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Qu'est-ce que la loge peut faire pour aider? Pas l'individu. Moi, je me souviens d'un frère, il avait pas d'argent pour manger le repas, donc il y avait un autre frère qui le savait, il a dit je vais payer pour lui. Et je dis non, tu payes pas pour lui, tu payes à la loge et c'est la loge qui payera pour lui. C'est ça. Et dans ce cas-là, le frère, je suis allé le voir, je lui fais par contre, tu veux quelle sauce? On me dit non mais je reste pas manger. Je suis alors on a un souci parce que ton plat a déjà été payé. Et il me dit mais par qui? Par la loge. Je fais ça à savoir. Ça veut dire que la loge elle a envie de te voir. C'est ça. Et c'est pas d'orgueil mal placé et c'est pas non, c'est qu'on a envie de te voir. On peut se le permettre, on le fait. On avait déjà parlé même même de notre côté de créer éventuellement une bourse d'études pour justement pour les jeunes puis les encourager. Je pense que c'était quelque chose qui était super important. Si moi je peux revenir vite parce que là on tu sais le temps file. Moi de mon côté, mon expérience était un peu similaire aussi à toi pour la création de l'émission, tu sais. Ça fait plus de 5-6 ans qu'on a créé une émission sous le bandeau et les premières fois je t'avouerais que il y avait des gens de ma loge qui sont plus dans ma loge, en fait, dans mon obédience, qui m'ont quasiment menacé, me disant non, tu ne feras pas ça, t'es une menace, on m'a traité de tous les noms aussi, là, tu sais. Et maintenant, aujourd'hui, je sais que c'est encore des gens qui écoutent parce que les sujets, justement, c'est super intéressant. Puis pour moi,
moi, ma mission de l'émission Sous le bandeau, en fait, c'était justement de mettre en vrai la maçonnerie, parce que souvent, on va entendre que des mauvaises choses à propos de la maçonnerie. Donc, de parler de nos expériences, ben, tu sais, pour moi, c'est fantastique, parce que là, maintenant, qui peut contester notre expérience? C'est qu'est-ce que moi j'ai vécu, c'est qu'est-ce que toi tu as vécu. Donc, le but de l'émission Sous le bandeau, c'était ça. Puis par après, quand j'ai commencé à faire les vlogs, ça, j'ai trouvé ça particulier, parce que un vlog qui dure 30 minutes ou 25 minutes, va avoir plus de vues qu'une émission d'une heure qu'on va avoir ensemble, parce que les gens vont se tanner et nous écouter de toute façon. Mais ça a donné aussi un autre aspect de dire, on va voir maintenant des francs-maçons dans leur propre, dans leur vie de tous les jours, tu sais. Et une des vidéos qui est la plus populaire présentement sur notre chaîne, qui est youtube.com/sous le bandeau, je vais quand même passer mes messages, c'est notre fameuse chasse au trésor qu'on est allé pour notre frère Nicolas, tu sais. Parce que justement, les gens ne pouvaient pas réaliser justement qu'on pouvait vouloir rêver à avoir des temples un peu partout à travers le monde. Donc, il y a tellement de trucs qui apparaissent pas dans cette vidéo en plus. En plus, hein, on devait garder ça en dedans de 35, 40 minutes, je crois. Mais c'est ça, pour moi, c'est ça la beauté, tu sais. Puis si ça peut inspirer une personne ou deux ou trois, comme toi, qu'il y en a plusieurs qui ont été inspirés, ben tant mieux, on a fait notre mission. Pour moi, c'est ça, tu sais. Puis souvent, ben c'est beau de voir ça. Des fois au Québec, je vais arriver, puis les gens comme toi, ils me disent, ben tu me connais pas, mais je te connais. Genre, ben c'est le fun, tu sais. C'est fun de voir que nos émissions vous ont motivé, tu sais. Et là, tu lui réponds, mais je te connais, c'est moi le grand maître. Maintenant, je te connais, c'est ça. Mais c'est ça, donc je trouve ça vraiment fantastique. Puis il y a un truc, tu vois, il y a aussi un truc intéressant, c'est que moi, j'ai jamais fait rentrer qui que ce soit en franc-maçonnerie de mes amis. Ok. Et tu vois, parce que pour moi, c'était pas le bon moment, parce que c'était machin, et puis sans plus. Par contre, depuis que j'ai créé la chaîne, il y a 43 personnes qui m'ont dit qu'elles sont rentrées en maçonnerie grâce aux vidéos. Wow. 43. Ouais. Et t'as pas un fait, pourcentage en plus, c'est ça la chose, hein. T'as pas de pourcentage. Et je réfléchissais l'autre fois en me disant, les personnes qui te détestent pour ce que tu fais, mais qui continuent à te suivre à chaque fois que tu fais quelque chose, en fait, ça s'appelle des fans. Ouais. Parce que moi, par exemple, alors j'en parlais pas, machin, de 2018 à 2021, j'avais des personnes qui, sur chacune de mes publications sur Facebook, allaient analyser ce que j'allais dire pour me dire si oui ou non c'était bien ou pas, si c'était... Et en fait, chacune de mes publications sur Facebook était scrutée, analysée, et on venait me voir derrière pour me dire on a dit ça, on a dit ça. Quand j'ai sorti mes premières vidéos, à chaque fois que la vidéo était en ligne, dès que le générique se terminait, j'avais 20 minutes et je savais qu'il y avait des frères qui contactaient d'autres frères pour leur dire du mal et que ces personnes-là viennent me le dire. Parce qu'ils n'avaient pas le courage. Tu vois, il y a une lâcheté aussi dans le fait de dire je vais le dire à un tel et je sais que c'est lui c'est le billard à 3 bandes, tu vois. Ouais. Et en fait, ces personnes-là, quand même, je leur pourrissais tous les dimanches matins parce qu'elles étaient obligées de regarder mes vidéos, qu'elles détestaient. Et ces personnes devaient se frapper toutes les vidéos. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai commencé à faire des vidéos de 40 minutes, tu sais. Ouais. Je me suis dit à un moment, mais tu sais quoi, je vais faire des vidéos super longues et ils vont devoir regarder toute la vidéo. Ça me faisait beaucoup. Après, je me suis dit, ça intéresse. Donc, tu vois, je suis rentré plus dans le truc. Ouais. Mais c'est des personnes qui s'acharnent sur tes contenus, des haters et tout, machin, ils s'acharnent sur tes contenus, mais ils vont tous les voir. Pour te dire ensuite qu'ils aiment pas. Ouais. Mais achète-toi une vie, Gary, quoi. Ou tu peux t'abonner à un de nos forfaits Patreon aussi pour nous encourager. Il y a toujours des moyens, on peut toujours organiser des choses. C'est ça. Hey! Écoute Hervé, je dois te remercier pour cette magnifique émission. On pourra planifier d'autres émissions durant les prochains mois. Ça serait... Ouais, moi je suis toujours ouvert à ça. Moi, il n'y a aucun problème. On a tellement de sujets de toute façon qu'on peut parler. On peut faire ça sans arrêt. Puis même éventuellement faire ça en direct si on fait des émissions.
disons, plus tôt dans la journée pour toi, parce que moi ici, il fait encore soleil, mais toi, il fait nuit. Donc, je suis habitué à travailler jusqu'à minuit, mais là, quand même... Là, t'es pas loin. Là, t'es dépassé en plus minuit. Donc, un grand merci, Hervé. Merci à tout le monde qui nous écoute présentement. Si vous aimez notre émission, appuyez sur le petit thumbs up pour sur la vidéo. Ça nous aide toujours justement pour les dernières nouvelles. On a aussi nos membres Patreon. Donc, patreon.com/sous le bandeau. On a 4 forfaits. On a le forfait à $3, le forfait à $5, le forfait à $7 et le fameux forfait où que Hervé prend feu, littéralement, à $33. Et tous ces fonds, en fait, vont directement à l'émission, au serveur, à la maintenance, toutes les consoles et tout ça, le studio qu'on a sous le bandeau présentement. Donc, ça va à ces fonds-là. Donc, un grand merci à tout le monde. Sinon, on a notre page Facebook, facebook.com/sous le bandeau. Et juste avant que tu termines, oui. Si vous voulez voir ce que c'est qu'un gars qui avec un béret sur Internet, sur YouTube, qui parle de franc-maçonnerie, vous tapez Hervé H. Lecoq. Et exactement. Aussi, allez regarder Humanité Artificielle. C'est en précommande. La réédition sort le 17 octobre. Exact. Et d'ailleurs, j'invite aussi tous les frères, les sœurs qui ont envie peut-être de faire venir un gars à béret dans leur loge pour parler de franc-maçonnerie. Il n'y a pas de souci. J'ai une conférence qui est casée pour novembre. J'en parle pas pour l'instant, mais il y a des trucs comme ça. Donc, je vais voyager aussi. Donc, si vous avez une loge, une association qui dit tiens, ça coûte un billet de train et peut-être on fait dormir chez un frère et on peut avoir une conférence historique. C'est très bête. Donc, tu nous enverras le lien. Je vais mettre aussi le lien sur le vidéo, comme ça on pourra regarder ça. Puis sinon aussi, je crois que tu continues à te contribuer sur Franc-Maçonnerie Magazine. Tout à fait. Alors, FM Mag, Franc-Maçonnerie Magazine, qui en fait est un périodique qui sort tous les 2 mois. Alors, je ne sais pas si ça franchit les océans. Oui, voilà. Je reçois les magazines tous les mois. Et j'ai la chronique de la dernière page. Où je fais justement une chronique historique avec la petite anecdote, c'est que on m'a mis à la dernière page parce que ils avaient le truc qui était plein et j'ai dit donc à la rédactrice en chef, je lui ai dit est-ce que j'ai le droit d'appeler ça la chronique de la dernière page comme si c'était fait exprès? Elle fait oui si tu veux et en fait c'est devenu ma marque de fabrique. Et on lui a dit après derrière, oh moi je commence toujours par la fin. Donc c'est très bien parce qu'il y a les publicités, c'est ce qui fait vivre le journal. C'est ça. Donc c'est fantastique. Puis même nous, je pense qu'il y a eu 1 mois ou 2 qu'on a participé à la publicité en plus de Franc-Maçonnerie Magazine. Donc ouais, vous irez voir ça. Là-dessus, Hervé, encore une fois, merci beaucoup. Puis à tous les auditeurs, je vous dis à une prochaine émission. Ciao.